Salut tout le monde, donc petite vidéo aujourd'hui sur le classement des actions que je détiens dans mon portefeuille. Je fais cette vidéo car présentement on est sur des plus hauts historiques et je me disais que c'était quand même le bon moment pour voir s'il n'y avait pas des actions que je détiens que je pourrais peut-être alléger ou complètement vendre à l'issue de cette vidéo selon leur classement euh, ici qu'on va faire par la suite, où ce que les meilleurs, ben, je vais bien évidemment les garder et ceux que je suis moins confiant dans leur avenir ou quoi que ce soit, quelque chose qui me dérange au niveau du mode ou quoi que ce soit, ben, à l'issue de cette vidéo, peut-être je vais m'en débarrasser. Donc ça ici, c'est les 14 actions que j'ai dans mon portefeuille. Pour faire le classement, j'ai choisi trois critères pour les départager. Donc on va aller tout de suite voir c'est quoi ces critères. Donc le premier critère, ça va être la valorisation de l'entreprise. Ensuite, ça va être la croissance. Et en dernier, et pas le moindre, ça va être le moat. Dans le fond, c'est le fossé que l'entreprise détient, qu'il a départage parmi d'autres entreprises du même secteur ou un concurrent qu'elle a. Donc, on va commencer par la première action ici. J'ai fait, c'était vraiment par ordre alphabétique. C'est pas par ordre d'actions que je détiens ou de rendement fait. Donc, on va commencer par Adobe que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc, présentement, elle a un PER de 23 qui est à son bas historique. Le Forward PE, dans le fond, ici, j'ai fait le Forward PE, ça va être le PER, c'est la valorisation que les analystes ou moi personnellement, je prévois d'ici 5 ans. Ici, je l'ai fait sur 5 ans parce que sur une année, honnêtement, ça peut vraiment varier beaucoup, mais sur 5 ans, c'est quand même une plus longue période. Donc, les analystes s'attendent à un forward PE de 13,17. Moi, personnellement, je suis quasi pareil que eux, c'est à 13,9. La juste valeur de cette action que moi, je pense qui serait juste de l'acheter, qui serait à son bon prix, ce serait entre 373 et 376. Moi, je l'ai acquis un peu plus cher à 385 et 26, ce qui me fait un rendement depuis son achat de moins 3,38%. Bien évidemment, ça va dépendre du moment où ce que vous regardez la vidéo, car ça change à chaque jour le rendement, mais c'est vraiment pas ça qui est important. Ensuite, au niveau de la croissance des bénéfices nets par action, on voit que sur les 5 dernières années, elle a eu une croissance composée de 15%, ce qui est quand même très bon. Le futur, les analystes s'attendent à une croissance de 12,2% et moi personnellement à 11%, ce qui est quand même correct parce que Adobe, présentement, elle fait face à beaucoup de concurrence, surtout sur l'IA, liée à l'intelligence artificielle. Donc, si elle réussit ça, ben, ça pourrait être beaucoup plus. Mais si elle le manque, ben, ça va être vraiment beaucoup plus bas. Elle pourrait même perdre des parts de marché et avoir une baisse de ses bénéfices, la croissance de ses bénéfices net par action. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à 11%. Ça m'a permis de faire le calcul du juste prix. Mes attentes, ça va être un rendement de 12% annuellement par rapport au prix que je l'ai acquis. Maintenant, on va aller voir le mode que dispose. Ici, j'ai pris le mode de Morningstar ainsi que le mien, celui que moi je me suis forgé, que je suis allé chercher après plusieurs recherches. Donc, on va aller voir le mode de cette entreprise. Donc pour Morningstar, elle a un mode de white, ça veut dire qu'il y a quand même un mode qui va être fort grâce au coût de commutation élevé. Ça va être le switching cost. Donc, ça va être coûteux et fastidieux de changer pour d'autres alternatives, par exemple, comment dire, d'autres concurrents. Actifs incorporels, bien évidemment, tout le monde a déjà utilisé Adobe. Donc, c'est une marque qui est forte, elle dispose de brevets ainsi que de propriétés intellectuelles. Le troisième point qu'eux ils nomment, ça va être l'effet réseau, qui va être un effet de réseau dans l'écosystème d'Adobe, que moi, honnêtement, je n'ai pas retrouvé, car moi, personnellement, j'ai mis un mode narrow. Pour eux, ça va être qui ne serait pas large, ça va être un mode qui va être medium, qui est quand même étroit.
En quelque sorte, c'est moi j'ai ressorti que c'était une reconnaissance mondiale de la marque qu'on retrouve également chez les analystes de Morningstar. Leur portefeuille de propriété intellectuelle, les nombreux brevets égale une barrière à l'entrée pour les concurrents potentiels. Mais moi, j'ai pas trouvé que s'il y avait un certain effet de réseau dans l'écosystème d'Adobe ou un certain un switching cost qui serait élevé. Mais donc c'est pour ça que moi je l'ai mis à un narrow qui va être un mode en quelque sorte plus étroit que ce que Morningstar pense, mais peut-être je me trompe. Eux ils sont beaucoup plus professionnels. Parfait, donc là maintenant on va aller classer l'entreprise Adobe. Juste avec ce petit classement ici, on va juste la chercher, ça va être ici. Donc, je vais classer Adobe, vu qu'on avait vu que je m'attendais à une croissance d'environ 11%. Et également, je trouve que son mode n'est pas tant que ça fort parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrents présentement avec l'intelligence artificielle et tout, beaucoup de petits sites qui proposent des alternatives beaucoup moins chères ou parfois même gratuites pour certaines choses. Donc, je vais la mettre classée en position B. Ici, dans le fond, comme juste pour savoir un petit peu, ici, le S, ça va être comme vraiment supérieur, c'est le top du top. Puis en descendant, ça va être le plus faible, ça va être la lettre D ici. Donc, pour l'instant, Adobe, j'ai la classe ici, mais peut-être que je pourrais changer d'avis au cours de route si je vois qu'il y a d'autres qui sont beaucoup moins bonnes ou quoi que ce soit. Donc, on va aller retourner voir ici la deuxième action. La deuxième action va être Alphabet, Google, que je détiens quand même depuis longtemps. C'est une entreprise que j'aime beaucoup. Donc, présentement, son PER est à 20 et dans la fourchette basse historique. Le forward PE, moi, ça c'est pour les analystes, pardon. Ça va être de 11,11 dans 5 ans. Donc, juste pour rappeler ici, le forward PER, ça va être le PER qu'on prévoit dans 5 ans si on achète l'action au prix d'aujourd'hui. Donc, on voit que c'est quasi similaire avec les analystes. Les analystes, c'est 11,11 et moi, c'est 11,7 au prix actuel. Et le prix juste que moi, j'ai fait mes calculs selon la croissance attendue également, ça va être de 146 et jusqu'à 157. Ça va être une fourchette entre 146 et 157. Moi, je l'avais acquis il y a quand même plusieurs années maintenant, mais j'en ai renforcé en avril dernier quand ça avait baissé. Donc, ça ramène une moyenne de prix PE à 126 et 99 dollars l'action. Donc, les croissances sur les 5 dernières années étaient autour de 26,7%. Et la future croissance pour les 5 prochaines années, selon les analystes, serait de 13,1%. Et moi, j'ai mis une petite croissance de 12%. Je pense que ça va être beaucoup quand même alimenté par le cloud éventuellement, car on entend beaucoup que Alphabet est menacé par l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT dans la recherche et tout. Il y a de moins en moins de monde qui vont utiliser leur moteur de recherche Google. Mais je pense que le cloud va prendre le relais et va avoir quand même une bonne croissance pour les prochaines années. Donc, depuis l'achat de cette action, j'ai eu un rendement d'environ 47,99%. Donc, encore une fois, ici, ça change de quelle journée qu'on se place parce que bien évidemment, le cours de bourse change. Mais en gros, c'est plus ou moins le chiffre que j'ai mis ici. Et mes attentes, ici, j'en ai mis 2 attentes. Car j'ai une attente qui va être très optimiste de 20% annuellement pour les 5 prochaines années.
ici c'est quand même vraiment très optimiste, j'ai mis un petit astérisque. Ici ça va être vraiment l'explosion du cloud. Et également ils ont intégré l'intelligence artificielle dans leur moteur de recherche récemment. On a vu que le cloud il avait pris une croissance de 30% sur la dernière année. Il y a encore de la marge à prendre, il y a encore des parts de marché à prendre. Fait que je pense que s'il arrive à se distinguer, ben, il pourra avoir une très bonne croissance euh, de leurs bénéfices et ça pourrait me faire un rendement autour des 20% pour les 5 bonnes années selon le prix que je l'ai acquis à 126 et 99 dollars. Sinon, si ça reste aux croissances de maintenant, ça me ferait autour des 13% de croissance. Maintenant, on va aller voir le mode selon Morningstar en premier lieu. Bien évidemment, aussi, on retrouve qu'ils ont mis un mode qui va être quand même fort, c'est White. Et grâce à l'effet de réseau, notamment le Google Search, Android ainsi que YouTube où ce que vous regardez cette vidéo. Les actifs incorporels, c'est une marque forte. Elle dispose de données massives, imaginez depuis des années qu'ils sont en train de récolter des données, des propriétés intellectuelles et algorithmiques. Comme vous savez, sur YouTube par exemple, si vous regardez des chaînes dédiées sur la finance, ben, l'algorithme va le comprendre, fait qu'il va de plus en plus vous suggérer de vidéos sur la finance, il va vous amener à venir plus souvent sur YouTube. Ben, le monde, là, s'il y a beaucoup plus de monde qui viennent sur YouTube, ben, il va y avoir plus de monde qui vont proposer, mettons, la publicité. Fait que c'est vraiment un cercle vertueux pour Alphabet. Ensuite, avantage de coût, c'est une économie d'échelle dans la publicité et d'infrastructure mondiale. Les coûts de commutation ici, ça va être le switching cost, ça c'est évident. Comme avec le Google Cloud, par exemple, vous avez toutes vos données, tous vos documents, toutes vos photos qui vont être chez Google Cloud. Ça va être quand même un petit peu difficile de changer pour aller, par exemple, pour celui de Microsoft ou je ne sais pas, Amazon, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment quand même un mode qui va être très fort. La plateforme eGmail, Google Drive, Google Photos également, comme je disais. Et personnellement, moi, je pense que le mode est également wide, c'est un fossé qui va être très fort. Ça va être tous les éléments ici qui ont été nommés et je rajoute la technologie IA en avance, le DeepMind AlphaGo, le Gemini de Google, les modèles propriétaires Gemini 1.5 ultra compétitifs avec les autres mettons moteur de recherche, pas de moteur de recherche, pardon, mais les autres comme ChatGPT par exemple ou Claude. D'économie d'échelle colossale, capacité d'investir des milliards de dollars comme on l'avait vu dans l'intelligence artificielle ces derniers trimestres en recherche et développement et infrastructure. Donc j'ai mis ici plus ceux de Morningstar. Maintenant on va aller la classer ici. Avec notre petit tableau. Donc, on va aller chercher Alphabet. Ici, moi, Alphabet, je la classe directement en position A. Pourquoi la A, dans le fond, comme qu'on avait vu, il y a quand même des petites menaces sur cette entreprise. Qu'on le veuille ou non, ça se peut que l'intelligence artificielle va venir quand même gruger beaucoup de parts de marché pour Alphabet. Comme vous savez, son plus gros chiffre d'affaires, c'est tiré par la publicité. Donc, c'est pour ça que je la mets A. Le S, c'est vraiment une entreprise où ce que je vais attendre des grosses croissances, où ce que son mode est vraiment très très fort. Notamment, bien évidemment, quand on a vu Google, c'était fort, mais pas assez pour la mettre dans la position S, mais A, c'est quand même excellent, une entreprise excellente que j'adore. Mais les croissances que j'ai mis, soit ça va être de 13 si ça reste comme ça, ou sinon ça va être de 20% si ça vraiment explose au niveau du cloud. Troisième entreprise qu'on va voir ici, ça va être Apple également. Apple, c'est une entreprise, je pense, que je détiens, que j'ai acheté en 2021.
Donc, son PER présentement est à 32,96, vraiment une valorisation élevée. Comme on peut le voir, c'est une fourchette haute historiquement. Le forward PE, donc les analystes s'attendent à un forward PE de 22,8 dans 5 ans. Et personnellement, moi je trouve que ça va être un peu plus élevé de 24,05. Le prix juste à payer pour cette entreprise va se situer entre 152$ et 158$ l'action. Comme vous savez, maintenant, elle est à plus de 200$. Donc, je la trouve vraiment surévaluée. Moi, je l'avais acquis à 150$ et 0,1 en 2021. Donc, Apple a eu une croissance de 15,4% sur les 5 dernières années. Les analystes s'attendent à une croissance de 7,6%. Et moi, personnellement, je m'attends quand même à une croissance similaire à celle des analystes, soit de 8%. Le rendement depuis son achat, c'est de 41,5%. Et mes attentes de rendement selon le prix que je l'ai acheté pour les 5 prochaines années, ça sera autour d'un rendement de 10%, ce qui est quand même pas très élevé. Mais moi, personnellement, je considère Apple présentement comme plus une entreprise stable, mature. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais faire des rendements autour des 10%. Ensuite, le mode de cette entreprise, selon, encore une fois, Morningstar en premier, ça va être white, donc c'est un fossé fort. Le coût de commutation élevé, ça va être le switching cost que eux ont ressorti. Donc, une fois qu'un utilisateur est émergé dans l'écosystème Apple, il est très coûteux et peu pratique de changer. Je trouve que c'est pas vrai parce que moi, je suis quand même arrivé à passer de Mac à Android, mais peut-être qu'il parle d'autres choses. Le deuxième, ça va être l'effet réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus il est lucratif pour les développeurs de créer des applications pour iOS qui va à son tour rendre l'App Store et les appareils Apple plus attractifs pour les nouveaux utilisateurs. C'est un cercle vertueux. Dans le fond, c'est le typique effet de réseau. Plus il y a de monde qui vont fréquenter par exemple les plateformes, plus de développeurs ils vont comme proposer des publicités ou améliorer le contenu. Donc, ça va amener plus de monde vu que le contenu s'améliore. Donc, ça va être vraiment un cercle comme ça. Je pense que ici, c'est quand même vrai. C'est comme plus c'est amélioré, plus ça va amener de monde. Ensuite, le troisième point, ça va être les actifs incorporels. C'est une marque exceptionnelle, Apple. Parfois, le monde, je pense qu'ils ont des Apple, ils disent mais pas qu'ils ont un téléphone ou ils ont un ordinateur, ils disent que soit j'ai un Apple ou j'ai un Mac directement. Et ici, comme Apple possède l'une des marques les plus puissantes et les plus valorisées au monde, elle est synonyme de design, de qualité, d'innovation, de simplicité et de statut. Cette marque permet à Apple de demander des prix premium pour ses produits, ce qui est totalement vrai parce qu'il y a des produits chez Apple qui sont vraiment, selon moi, inférieurs à d'autres produits qui sont proposés par exemple par des marques d'Android, je ne sais pas, Lenovo par exemple, au niveau des ordinateurs, que je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus supérieurs à ceux de Apple, mais Apple demande un prix vraiment plus élevé, donc on paye un peu plus la marque ici. Donc pour ça, oui, je trouve que c'est justifié. Moi également, j'ai mis un mode qui va être white, c'est un mode qui est très fort. C'est l'entreprise, elle a une échelle de distribution qui va être massive, maîtrise du hardware et du software, plus réseau boutique App Store global. Donc, comme que j'ai pu trouver, Apple est l'un des rares fabricants à concevoir ses propres appareils hardware iPhone, Mac, iPad et ses propres systèmes d'exploitation. Ici, ça va être le software, le iOS, Mac iOS et le Watch iOS. Donc, Apple elle dispose de plus de 500 Apple Store dans le monde. C'est un mode qui est puissant, basé sur une intégration verticale et son réseau de distribution, ce qui lui permet de proposer une expérience qui est difficile à reproduire par d'autres concurrents. Par exemple, avoir des économies d'échelle sur la production massive,
qui va lui permettre d'avoir des marges vraiment élevées et garder le contrôle sur sa marque et ses revenus, fidéliser sa clientèle à long terme. Donc, moi, ça va être ça les points que je trouve qui sont vraiment puissants pour cette entreprise, qui la classe quand même parmi les plus puissantes au monde. C'est une marque vraiment exceptionnelle. Mais moi, je n'ai pas pu retrouver ces coûts, mettons, de commutation élevés ou l'effet de réseau. Ça va être vraiment les actifs incorporels pour cette entreprise. Mais le petit bémol pour cette entreprise, je trouve qu'elle est comme une entreprise qui est devenue un peu plus mature. T'sais, on n'est vraiment plus dans la croissance, à moins qu'elle va vraiment innover quelque chose qu'elle va sortir, que ça va vraiment exploser. Là, on va comme redevenir dans la croissance. Mais depuis les dernières années, on a noté quand même un ralentissement de sa croissance. Ce qui me pousse à mettre Apple dans la position ici. Je la mettrai pas avec Google. Je pense que je vais la mettre en position B ici. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'Apple, c'est vraiment plus une entreprise qui va être mature maintenant et ça correspond moins à mon style d'investissement, mais c'est quand même bon de l'avoir dans son portefeuille. C'est comme une sécurité en quelque sorte. Ensuite, on va aller voir une autre action. Ça va être une action assez spéciale parce que c'est vraiment une entreprise qui ne fait pas d'argent, qui ne gagne pas d'argent, pas de chiffre d'affaires. Donc, son PER, comme vous pouvez le voir ici, ça va être négatif. C'est Archer Aviation. C'est une entreprise, c'est une action que j'ai achetée à mes tout débuts en 2020, je pense. Donc, c'est une entreprise qui fait c'est comme des hélicoptères, mais électriques. Donc, c'est ça, je l'ai acheté à ce moment-là. C'est tous mes débuts. Donc, comme vous pouvez voir qu'elle est toujours là. Donc, ici, comme je disais, elle ne fait pas de bénéfices. Donc, elle a un PER négatif. Le forward PE, bien évidemment, il va être difficile à prévoir, même pour les analystes, également pour moi-même. J'ai quand même mis un prix juste à payer autour des 3$ à 5$, soit le même prix que moi je l'avais acquis à ce moment-là, c'est à 4,36$, ce qui me permet d'avoir un rendement jusqu'à maintenant de plus 195,5%, un très bon rendement, mais honnêtement c'est vraiment du gambling, c'est comme du jeu. On n'a vraiment rien pour nous orienter au niveau de cette entreprise, car elle attend beaucoup d'autorisation de la FDA et puis tout. La FAA, pardon. Donc, c'est vraiment une entreprise que j'ai achetée, mais c'est vraiment comme du jeu en quelque sorte. Je fais très, très rarement ça, mais c'est une entreprise que je considère très risquée, mais que je garde. Je me dis, si ça réussit, ben, je vais être gagnant. Si ça perd, ça ne me dérange pas. De temps en temps, comme ça, une petite action, ça ne ferait pas de mal. Ensuite, donc, la croissance du bénéfice net par action sur les 5 dernières années était négatif, bien évidemment. Les analystes s'attendent à une croissance de 15,95% pour les 5 prochaines années, soit ici c'est toujours un rendement composé annuel. Et moi j'ai mis un point d'interrogation car je n'ai aucune façon de deviner ça va être quoi le rendement, même si on a déjà entendu qu'il y a eu des rumeurs comme quoi l'armée américaine elle avait fait des commandes et tout, mais c'est encore très très tôt pour faire ce genre de prévision selon moi. Donc j'ai mis un point d'interrogation. Le rendement depuis l'achat ici on l'a vu, un plus 195 qui est même une très belle croissance. Attente de rendement, j'ai mis un point d'interrogation parce que je n'ai aucune façon de le prévoir. Encore une fois, je n'ai pas de boule magique.
Le mot, bien évidemment, il n'y a aucun mot, ni chez Morningstar, ni moi, je n'ai pas trouvé de mot. Comme je vous dis, c'est vraiment une entreprise que je garde en portefeuille comme du gambling, c'est comme un jeu. C'est une position quand même qui a pris de la valeur maintenant. Je pense qu'elle représente au moins 7% de mon portefeuille. Mais je la garde. Écoute, j'ai fait quand même une belle croissance dessus. Je pense c'est la seule qui est ce type d'investissement dans mon portefeuille. Donc, si on y va dans le classement, je suis quand même un petit peu hésitant. Où je pourrais la classer si je me fie à tous les critères. Archer, c'est une entreprise que je vais classer ici au niveau C parce qu'elle ne respecte pas ma valorisation, elle ne respecte pas ma croissance et elle ne dispose d'aucun moat. Donc, je la mets ici en C. Je ne vais pas la mettre en D parce que D, ce serait une entreprise que je vais m'en débarrasser à la fin de cette vidéo. Peut-être dans le futur, je vais changer d'idée, mais pour l'instant, c'est une entreprise que je compte garder. Malgré qu'elle m'a donné de belles croissances, sachant que elle-même, elle ne fait aucun argent ni aucun mot, donc elle ne respecte vraiment pas ma thèse d'investissement, mais c'est pour ça que je la mets dans C. Ensuite, on va aller voir la prochaine action. Ça va être Arista Networks. C'est une entreprise que j'ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir, il y a une vidéo complète dessus. Donc, son PER présentement est à 47, il est dans la fourchette haute. Les analystes s'attendent à un forward PE de 21,7. Personnellement, je suis plus autour des 25,7. Le prix juste à payer pour cette entreprise, selon mes projections, ça va être autour de 79 à 80 $ l'action. Je l'avais acquis autour des 85,5 dans le fond ici parce que j'avais commencé à l'acheter beaucoup plus tôt au début 2025. Et par la suite, j'ai vraiment renforcé énormément au mois d'avril quand elle s'est crashée. Elle est arrivée jusqu'à autour des, je pense, 60 $. L'action, j'en ai acheté vraiment massivement à ce moment-là. Fait que ça a baissé mon prix d'acquisition autour des 85,50 $. Ce qui me permet d'avoir une croissance, un rendement jusqu'à date depuis son achat de 32,3. Je trouve que c'est une très belle plus-value que j'ai sur cette entreprise, surtout que je la détiens n'est pas au début de l'année. J'ai commencé à l'acheter à partir du mois de février, après avoir présenté l'entreprise sur la chaîne. Donc, elle a eu une croissance des bénéfices nets par action de 27,4% en composé sur les 5 dernières années. Les analystes s'attendent à une croissance future de 16,9% en composé pour les 5 prochaines années. Et moi, je suis un peu plus prudent, j'ai mis une croissance de 13%. Donc, c'est pour ça que ça me donnait un prix juste à payer autour des 79 et 80 $ pour cette action. Mes attentes de rendement selon le prix que j'ai acheté, ça va être entre 12 et 13%. C'est quand même une très bonne croissance, ça va être plus que le S&P 500. Moi, je vise vraiment des actions où je vais avoir des croissances d'un peu plus, de plus que 12% et plus. Si ce n'est pas le cas, ça va être une entreprise qui va essayer de faire une croissance qui va me rapporter un rendement de 10%, mais qui va avoir un petit dividende de au moins 1,5, 1,7 jusqu'à 2% pour faire un rendement de 12% annuellement. Donc maintenant, on va aller voir le mot de cette entreprise. Selon Morningstar, il va être de white. C'est quand même un mot qui va être très fort. Donc, selon les actifs incorporels, le EOS est un système d'exploitation réseau très avancé et flexible. Cette entreprise, elle a une innovation constante de différenciation technologique qui permet de se différencier des concurrents plus établis comme Cisco.
notamment dans ma vidéo, je parlais que Cisco avait beaucoup plus de difficultés à innover, à avoir des technologies de pointe comparativement à Arista. Cisco, c'est vraiment son concurrent direct que je trouve qu'elle le dépasse de vraiment quand même beaucoup depuis les dernières années. Par la suite, ça va être le coût de commutation, pardon, ça va être ici le switching cost. Les solutions d'Arista sont profondément intégrées dans l'infrastructure IT des grandes entreprises et des fournisseurs de cloud, puisque le personnel informatique des clients se forme sur les systèmes d'Arista. Ici, c'est vraiment typique. Une fois que tout le système est intégré à l'intérieur des grandes entreprises, le personnel est formé pour utiliser ce système, donc ça va être vraiment beaucoup plus difficile de changer. Donc il faut reformer tout le personnel, changer toutes les méthodes de travail. Ça va vraiment être coûteux pour l'entreprise. Donc ici, c'est vraiment un mode qui va être fort pour cette entreprise. Avantage de coût. Des avantages de coût, notamment grâce à son modèle d'exploitation plus lean, plutôt que sur des ASICs propriétaires coûteux pour certaines fonctions, comme par exemple ceux que dispose Cisco. Moi, personnellement, j'avais mis un mode narrow. J'ai mis un mode un petit peu plus faible que ce que Morningstar nous présente ici. Moi, j'avais ressorti qu'elle avait quand même une technologie avancée et performante grâce à son système EOS qui va être modulaire, stable et programmable, ce qui le rend plus flexible et performant que les solutions d'autres concurrents comme Cisco, comme on parlait un peu plus haut. Une présence forte dans le cloud, Arista est un fournisseur clé pour les géants du cloud comme Microsoft, Meta et Amazon. Et j'ai ressorti aussi un autre point qui va être le coût total de changement élevé. Même chose que ceux de Morningstar. Ce que je n'avais pas changé, que je n'avais pas mis, ça va être l'essor de l'intelligence artificielle. Et donc, Arista pourrait vraiment en profiter de cet essor-là. Mais je pense que j'ai oublié de le mettre là. Mais j'ai quand même mis un mode qui va être étroit, car je trouve qu'il y a quand même encore de la concurrence. C'est comme Cisco, qui est quand même là depuis très longtemps, qui a quand même un pouvoir d'investir des sommes massives pour innover. On a Juniper ou sinon le Huawei qui innove vraiment beaucoup, qui représente une menace pour Arista Network. Il y a également qu'elle dépend beaucoup de Meta. Son plus gros chiffre d'affaires vient de cette entreprise. Et Meta, présentement, elle travaille pour développer son propre EOS, ce qui va vraiment être un facteur déterminant pour la croissance de cette entreprise si un jour Meta réussit à faire ça. Donc, elle va avoir moins de dépendance envers Arista. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à narrow. Sinon, autre ça, c'est vraiment, elle a quand même un mode qui est très très fort. Donc maintenant, je vais la classer selon le classement qu'on a ici. Donc à Arista, si je retourne juste pour voir les de croissance que j'attends, c'est autour des 12 à 13%. Également la croissance des bénéfices autour des 13%. Donc, ce qui m'amène à mettre quand même Arista, malgré qu'on avait vu son mode était un petit peu plus faible que mettons Apple ici, mais je la classe plus parce que je trouve le narrow, c'est vraiment ma perception objective de cette entreprise, mais je pense qu'elle a quand même peu de chances que ça arrive parce qu'elle également, elle innove énormément. Et je disais juste avant de faire cette vidéo sur Arista que Arista ne sera pas vraiment tant que ça pénalisé par si un jour, mettons, Meta va proposer son propre EOS, elle va, je pense, collaborer. Elle a commencé déjà à collaborer avec elle pour ça. Donc, ça ne va pas être nécessairement une menace pour elle.
Donc, c'est pour ça que je la mets dans ici en A. Ça va être soit la deuxième position. Honnêtement, ici, c'est vraiment le top du top qui va arriver. Fait que je ne sais même pas s'il va y avoir une action qui sera classée là. Mais ici, le A, ça va être vraiment, il faut considérer quand même, c'est le top malgré que c'est situé aux deuxième position. Ensuite, la sixième action qu'on va voir, il faudrait que j'essaye d'aller un petit peu plus vite, sinon la vidéo va être vraiment énorme. Donc, l'autre action, ça va être Giga Cloud Technologie, autre entreprise que je détiens et j'en ai fait une vidéo dédiée spécialement pour elle. Donc, présentement, le PER, il va être à 7, qui est à une moyenne historique. Le forward PE est comme à 7,8 selon les analystes. Et moi, selon mes estimations, on va être à 3,5. Le prix juste à payer pour cette entreprise est de 11 jusqu'à 21. On voit qu'il y a un énorme écart que je vais expliquer par la suite pourquoi. Moi, je l'avais acquise autour des 21,69$ l'action, ce qui me fait un rendement aujourd'hui de 12,1% depuis son achat. Les croissances sur les 5 dernières années, ici, ça va être une croissance composée annuelle, c'est de 160%, c'est vraiment énorme. Les analystes ne m'ont pas mis de prévision pour les 5 prochaines années. Moi, j'en ai sorti quand même un 15% de croissance à laquelle j'attends pour cette entreprise, car je trouve que c'est vraiment une belle entreprise. C'est une entreprise que j'ai étudiée beaucoup et je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel à venir. Mais ce qui m'avait comme poussé à mettre un prix juste entre de 11 et 21, quand même une fourchette assez élevée entre les deux, différence élevée, pardon, c'est que c'est vraiment des frais de douane, pardon, donc qui pourraient quand même impacter légèrement les bénéfices de cette entreprise. Ensuite, les attentes du rendement que je vais avoir sur cette entreprise selon le prix auquel je l'ai acheté, ça va être de 15% annuellement. Et ça impacte également le prix juste à payer qui va être de 11 à 21. C'est vraiment pour décider du prix juste à payer pour l'action. Et vraiment, je prends en considération plusieurs facteurs. Ça va être la croissance attendue, le PER qu'on s'attend d'ici 5 ans, le rendement que moi, personnellement, je voudrais faire sur certaines entreprises, selon, mettons, si elle est vraiment plus volatile, si elle est plus risquée ou si c'est une question qui va être plus stable. Donc, tout ça, ça va influencer mon prix juste à payer. Ensuite, pour le moat, ici, on voit que Morningstar, il nous dit qu'il n'y en a pas de moat. Moi, je trouve que c'est pas vrai. En lisant vraiment tous les documents de cette entreprise, j'en ai sorti comme plusieurs points qui sont intéressants. Le SFR, le Supplier Full Filed Retail, est un modèle d'approvisionnement direct où les fournisseurs expédient les produits directement aux clients finaux via les plateformes sans passer par des entrepôts intermédiaires. Ça va signifier que ça va permettre à l'entreprise une réduction des coûts et des risques d'inventaire, efficacité logistique, diversification des fournisseurs. C'est vraiment, je pense que ce modèle SFR, c'est vraiment la seule qui le dispose parmi ses concurrents dans ce... Ensuite, Giga Cloud, ça va être le pionnier dans le modèle SFR qui va être orienté sur les gros volumes, meubles, gros colis avec des logistiques à coût fixe et des expéditions directes du fournisseur au client. Aucun concurrent direct ne semble reproduire exactement l'approche SFR de Giga Cloud qui combine la logistique intégrée pour les gros volumes, du shipping à prix fixe, direct factory to consumer avec peu d'intermédiaires. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais mis un mode qui va être quand même étroit, même si c'est pas un mode qui est fort, mais c'est quand même un mode qui est présent. C'est le SFR, c'est l'une des seules qui dispose de ce modèle.
et on voit que c'est quand même très bon, même si on compare à d'autres concurrents. Donc c'est pour ça que j'ai mis un, un mode étroit. Donc on va aller la classer maintenant ici selon notre petit classement. Donc GigaCloud, ça va être ici. Donc moi j'y crois énormément en cette entreprise. Je la classe au niveau A. Pas plus d'explications pour cette entreprise. C'est vraiment subjectif ici. Bon, en fait, tous ces classements, c'est vraiment subjectif. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me laisser en commentaire où ce que vous l'aurez classé. Mais j'ai vraiment ça fait longtemps que je détiens cette entreprise. Je lis à chaque fois tous les documents. En fait, j'aurais dû acheter beaucoup plus au moment où elle avait chuté. Mais comme vous savez, on a vraiment eu une grande peur sur les droits de douane. Jusqu'à maintenant, honnêtement, c'est le seul point faible, vu que si vous regardez la vidéo, vous allez voir que j'en parlais beaucoup. Elle est quand même très dépendante, vu que tous les colis sont expédiés à partir de l'Asie, soit du Vietnam et de Chine. Et c'est ce qui m'avait comme empêché de ne pas augmenter ma position sur cette entreprise. Et également, ça a contribué à mettre un mode étroit. Ensuite, l'autre action Lululemon, qui est présentement à un PER de 15,66, qui est en bas historique. Le forward PE, les analystes s'attendent à être autour des 13%, soit 12,87. Personnellement, je l'ai mis plus à 10,65. Le prix juste à payer pour cette entreprise est autour de 215 à 239 dollars. Moi, je l'avais acquise autour des 258 dollars l'action. Pour la croissance, elle a eu une croissance de 24,3% en composé annuellement sur les 5 dernières années. Les analystes s'attendent à une croissance de 4%. Moi, j'ai mis plus une croissance autour de 8 à 10%. Mon rendement depuis son achat selon le prix d'acquisition ici est autour de moins 11%. Et je m'attends à un rendement pour cette action autour de 10 à 12% selon mon prix d'achat. Ensuite, pour le mode ici, pour Morningstar, il va être étroit. Donc, ici, il nous ressort l'actif incorporel. C'est une marque premium, aspirationnelle. Elle est associée à la qualité, au style et à la performance et à un certain style de vie. Également, un engagement communautaire. Lululemon a cultivé un lien fort avec ses clients à travers des événements en magasin. Qualité et innovation du produit. La réputation de Lululemon est également fondée sur la qualité de ses matériaux. C'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un mode qui est quand même faible. C'est vraiment c'est un nouveau arrivant qui va arriver avec d'un autre style, puis qui va vraiment comme augmenter ses dépenses pour faire la publicité. Ça pourrait venir détruire complètement l'image de Lululemon. Ça sera remplacé. Et également, même si elle a quand même un tissu qui est spécial qui est le produit, mais elle n'a pas de brevet dessus. Donc ça également, ça pourrait être recopié facilement par d'autres concurrents. Moi également, j'ai mis un mode étroit. J'ai ressorti ici que c'est une marque forte, image de qualité, communauté, bien-être, lifestyle, aspirationnel. Canal de distribution. Ici, c'est D2C bien intégré, qui vont avoir un meilleur contrôle sur les marges, le prix et le branding. Ressources exclusives. J'ai mis une innovation de tissu, mais pas protégée par des brevets solides, comme que je disais un peu plus tôt. Donc, pour cette entreprise Lululemon, je la classe ici. Je vais la classer
on sait, car présentement, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'entreprise. Notamment, ça peut être juste à cause des droits de douane. Également, le mode qui va être quand même faible. Une croissance que les analystes, que moi également, je pense que ça va ralentir. Il y a beaucoup de concurrence qui arrive également. Donc, après tout ça, je vais mettre l'action ici. Je vais la classer au niveau. Donc, autre action à voir également, ça va être Medpace, entreprise que j'ai analysée à plusieurs reprises sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir. Donc, elle a un PR en ce moment, est à 24. Elle se situe dans sa fourchette basse. Un forward PI, selon les analystes, dans 5 ans de 18,9. Moi, personnellement, je m'attends plus à un PER de 14 d'ici 5 ans. Le prix juste à payer pour cette action est autour de 290 jusqu'à 313 l'action. Moi, je l'ai acquis à 303 et 64 dollars l'action. Elle a eu une très belle croissance en composé annuel de 36% sur 5 dernières années. Les analystes prévoient une croissance de 5%. Je trouve que c'est quand même très faible. Moi, j'ai mis une croissance autour des 11%. Honnêtement, j'aurais pu mettre beaucoup plus. Le seul point qui m'a poussé à mettre un petit peu moins, c'est que présentement, les taux d'intérêt sont très élevés comparativement à avant. Donc, comme vous savez, Medpace, elle a principalement des clients qui vont être des petites biotechnologies qui vont avoir recours à ces services. Et vu que les taux d'intérêt sont élevés, donc moins de fonds pour investir dans la recherche et développement de ces entreprises. Donc c'est pour ça que j'ai mis une croissance de 11%, sinon je serais capable d'aller jusqu'à 15%. Vu que je l'ai acheté à 303 et 64, j'ai un rendement jusqu'à maintenant de plus 44%, une très belle plus-value, surtout que je ne la détenais pas au début de l'année. J'ai commencé à l'acheter, je pense, vers le mois de février, mars, si je ne me trompe pas, suite à l'achat de l'investisseur de François Rochon. Mes attentes pour cette action, selon le prix que j'ai payé, seront de 12% en composé annuel. Ça peut être beaucoup plus, j'aurais pu mettre 15% encore une fois, comme que je l'ai expliqué plus tôt. Le mode pour cette entreprise, selon Morningstar, il va être narrow, soit il va être un mode étroit à cause du switching cost qui va être élevé. Les essais cliniques sont incroyablement complexes, longs et coûteux. Donc, une entreprise mettant une biotechnologie et une biotech qui va essayer de changer en cours de route pour un autre fournisseur, ça va être vraiment très coûteux pour cette entreprise. Il va y avoir des délais dans la réalisation des transferts de données, formation des nouveaux personnes qui vont réaliser ces recherches et pourrait avoir des retards de réglementaires potentiels pour les recherches effectuées. Elle a une très belle réputation et des antécédents. Medpace a une solide réputation de rigueur scientifique, d'exécution de qualité et d'efficacité dans la conduite d'essais cliniques. Également une expertise spécialisée que eux ici nomment, c'est en oncologie et les maladies rares. Moi personnellement, j'ai mis un mode qui va être très solide, soit white, c'est vraiment le top qu'on peut retrouver selon les classements de Morningstar. Ici, j'ai mis grâce en fait à son approche full service et intégrée. Medpace va proposer une approche entièrement intégrée sous un même toit, donc elle va faire de A à Z tous les essais cliniques comparativement à d'autres CRO, ce qui va avoir une meilleure coordination entre les différentes étapes des essais cliniques, une réduction des délais ainsi que des coûts grâce à une gestion centralisée, une expertise client qui va être fluide et moins complexe. Medpace est une petite capitalisation, donc elle est de taille moyenne. Elle va être plus capable
d'avoir une attention personnalisée grâce à son agilité. Vu que c'est une entreprise de petite taille, moyenne, elle va bénéficier d'une structure plus flexible par rapport aux géants du secteur. Cela va se traduire à une plus grande réactivité aux besoins spécifiques pour chaque client, une relation plus directe et personnalisée avec les entreprises biopharmaceutiques et dispositifs médicaux, une meilleure spécialisation sur certaines aires thérapeutiques, contrairement à d'autres CRO qui vont être vraiment plus des gros projets. J'ai mis aussi une expertise thérapeutique différenciée. Medpace se spécialise dans certaines aires thérapeutiques complexes comme la neurosciences, cardiovasculaire, métabolique, oncologie également. Ces domaines nécessitent une expertise pointue et un suivi rigoureux, ce qui peut donner un avantage concurrentiel sur des CRO plus généralistes. Une forte rétention des clients, c'est très important. Donc, grâce à son approche hautement intégrée et personnalisée, Medpace bénéficie d'un taux de fidélisation client supérieur à celui de certaines grandes CRO où les relations peuvent être plus impersonnelles, ce qui lui permet d'avoir un flux de revenus plus stable malgré sa taille plus modeste. Une absence de conflit d'intérêts. Ici, IQVIA, ça va être son concurrent direct qui est plus gros en forme de capitalisation, de chiffre d'affaires également, qui vend également des données de santé et des services d'analyse de marché, ce que Medpace ne fait pas. Donc, cela lui permet de se positionner en tant que qui ne se positionne pas comme une pure CRO. Cela élimine les conflits d'intérêts potentiels et peut-être un arrangement rassurant pour les entreprises biopharmaceutiques qui veulent éviter que leurs données soient exploitées et à d'autres fins. Donc, suite à ce qu'on a vu ici pour la croissance, le moat pour cette entreprise, donc on va la mettre au niveau 1, deuxième position. Parce que j'ai quand même une grande conviction en cette entreprise, donc je vais la mettre ici. On va aller voir l'autre action maintenant que je détiens, qui va être Microsoft. Microsoft qui ne se présente plus. Présentement, elle a un PER de 39,5 qui va être dans la fourchette haute historique. Les analystes s'attendent à un forward PE de 19,7. Moi, personnellement, il serait autour des 22,4. Le prix juste à payer pour cette entreprise serait entre 347 $ et 388 $ l'action. Moi, je l'ai acquis à 306,57 $, ce qui m'a permis d'avoir un rendement depuis son achat de plus 67,96. Je trouve quand même que c'est une belle plus-value que j'ai. Donc, les bénéfices nets par action ont eu une croissance de 18,4% sur les 5 dernières années. Vous voyez, même si c'est une très grosse entreprise, elle continue quand même à avoir de la croissance qui est vraiment très bon. Les analystes s'attendent à une croissance de 14,8%. Moi, je pense que ça va ralentir un petit peu, qui va être autour des 12%. Et je m'attends à un rendement annuel pour les 5 prochaines années selon mon prix d'acquisition autour de 12 et 13%. Au niveau du moat, comme vous pouvez vous en douter, il serait un moat quand même assez conséquent, fort, grâce à son switching cost qui va être élevé. Les logiciels d'entreprise, le Office 365, le Dynamics 365, c'est vraiment des systèmes d'exploitation de Windows Server et son cloud Azure. Une fois que les entreprises ont intégré ces produits-là dans leur flux de travail, leur système informatique et leur processeur métier, ça va être vraiment difficile de le changer. Ça va être très lent et surtout très coûteux aux entreprises. L'effet de réseau, grâce à leur Office, le Word, Excel, le PowerPoint, en raison de sa position dominante, il est devenu la norme de facto pour les documents et la collaboration entre entreprises. Imaginez, essayer de changer ça, il faudrait former tout le monde, ce qui la positionne en tant que leader et un moat vraiment très fort. Avantage de coût en tant que l'une des plus grands fournisseurs de cloud avec Azure.
Microsoft bénéficie d'économies d'échelle massives dans la construction et l'exploitation de ces centres de données mondiaux. Cela leur permet d'offrir des services à des coûts très compétitifs, voire inférieurs à ceux des concurrents plus petits. Actif incorporel, même chose pour Alphabet. C'est une marque qui est puissante, notamment dans le monde de l'entreprise, associée à la fiabilité et la productivité. Également des propriétés intellectuelles. Microsoft va détenir un vaste portefeuille de brevets liés à ses logiciels, ses systèmes d'exploitation et ses technologies cloud qui la gardent intouchable. Moi également, ça va être je retiens que c'est un mode qui va être très fort, white. Donc, on retrouve tout ce que Morningstar a nommé et j'ai rajouté qu'elle va avoir des partenaires stratégiques comme OpenAI, le SAP en Europe et le NVIDIA. Donc, maintenant, on va aller la classer selon notre tableau. Microsoft, je suis tenté à la mettre vraiment ici, en S, quand on a vu que je m'attends quand même à une belle croissance. J'ai eu un beau retour plus-value sur cette entreprise. On a vu également que son moat est vraiment très fort et surtout qu'on n'a pas de doute, aucun doute qui plane sur cette entreprise, du moins ce que moi je vois. Donc, je la place vraiment ici en S, quasi supérieure à toutes les autres entreprises que j'ai. Je ne pouvais pas la mettre ici parce que je trouve qu'elle n'est pas à la même position que Giga Cloud ou Arista. Ce que j'aurais pu mettre honnêtement également Alphabet ici en S, mais j'ai quelques petits doutes sur cette entreprise. C'est pour ça que je la mets en A. Dans le fond, je crois vraiment beaucoup à Alphabet, mais c'est juste que Microsoft, je trouve qu'elle est une coche plus haut que Alphabet. Ensuite, prochaine action qu'on va voir, il s'agit de Novo Nordisk, que j'en ai parlé plusieurs reprises également. Son PER, ici je pense qu'il y a une petite erreur. Donc son PER, présentement, il doit être autour des 16, 19 maximum. Donc sa fourchette vraiment basse pour cette action. Son forward PE pour les analystes, dans 5 ans, il sera de 8. Moi, personnellement, je trouve qu'il va être de 11,3. Le prix juste à payer pour cette action serait autour des 57 à 70. Mon prix d'acquisition est de 68,40, ce qui me fait un rendement depuis son achat de moins 5,5. Donc, je perds de l'argent sur cette action. Son bénéfice net par action a eu une croissance composée de 21,7% sur les 5 dernières années. Les analystes s'attendent à une croissance de 18,8%. Moi, personnellement, je m'attends à une croissance autour des 11%. Pour cette entreprise, je suis moins optimiste que les analystes. Enfin, on va le voir par la suite au niveau du mode pourquoi j'ai mis ça. Je m'attends quand même à un rendement de 15% sur cette action, ce qui m'a poussé à avoir ce prix juste que j'ai mis ici entre 57 et 72 parce que je trouve quand même il y a beaucoup d'incertitudes sur cette action. Donc, si je dois en racheter encore d'autres actions, il faudra que ce soit absolument autour de ce prix-là pour que je puisse avoir un rendement autour des 15% pour les 5 prochaines années. Morningstar lui donne une note sur son classement du mode White qui est synonyme de très fort. Elle a des actifs incorporels, des brevets sur ses médicaments innovants, une histoire longue date avec le diabète et tout récemment avec les médicaments amaigrissants. Le Wegovy et le Ozempic qui contiennent la semaglutide sont protégés par des solides brevets, mais ces brevets-là en pharmacie, par exemple, si maintenant il n'y arrive pas à en produire assez de ces médicaments, des fois la FDA peut autoriser d'autres à en produire.
ce qui vont être les génériques. Ce qui a été un problème au début pour Novo Nordisk, il y a eu quand même beaucoup de difficultés à avoir ces médicaments, il y a eu beaucoup de pénuries, mais elle a investi par la suite beaucoup d'argent, donc si elle ne veut pas perdre ce privilège, ben, pas le choix d'en produire, sinon ben, le brevet il ne tiendra plus ici. Ensuite, une expertise en recherche et développement ainsi que des pipelines. Novo Nordisk a une expertise de recherche et développement de pointe dans les maladies cardio-métaboliques. Ici, nous sortent le diabète, l'obésité. Honnêtement, c'est vraiment les principaux, sinon les maladies rares vraiment représentent une fine partie de leurs revenus. Cette capacité à innover continuelle à développer de nouvelles générations de traitements permet à l'entreprise de prolonger la protection par brevet et de rester en tête de la concurrence. Coût de commutation, que ici ils nous sortent ces préférences des médecins et des patients. Par exemple, ici ils nous disent que les médecins s'ils sont habitués à prescrire un certain médicament, ainsi que des patients aussi préfèrent un médicament que l'autre. Moi, je ne comprends pas pourquoi Morningstar a mis ce point ici. On va juste voir qu'est-ce qu'ils disent. Une fois qu'un patient est stable sur un traitement spécifique, il en retire des bénéfices. Les médecins et les patients sont souvent réticents à changer de médicament, sauf en cas de problème majeur. Il y a une inertie liée à l'établissement d'un protocole de traitement qui fonctionne. Okay, je comprends ce qu'ils veulent dire ici. Mais honnêtement, ils peuvent changer, passer d'un médicament à un autre, surtout sur les médicaments amaigrissants comme le Wegovy et le Ozempic. Ils peuvent penser au Mounjaro de Eli Lilly aussi facilement. Il n'y aura aucun coût de différence, ce n'est peut-être la différence de prix entre ces médicaments. Éducation et expérience. Les médecins se familiarisent avec les profils d'efficacité et de sécurité de certains médicaments changés pour un nouveau traitement, même s'ils semblent similaires, demandent une nouvelle courbe d'apprentissage. Pas d'accord également avec ce point que Morningstar nous ressort. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai mis un mode qui va être narrow, qui va être étroit. Moi, j'ai mis barrière à l'entrée réglementaire. L'industrie pharmaceutique est lourdement réglementée avec la FDA, le EMA, ce qui empêche l'entrée facile de nouveaux acteurs et échelle de production massive, ce qui va lui permettre de réduire les coûts unitaires. Honnêtement, présentement, c'est ce que je vois comme mode pour cette entreprise. Sinon, je la considère comme un duopole avec Eli Lilly, avec leurs médicaments de perte de poids. Mais sinon, il y a plusieurs points ici que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Morningstar. Donc, pour cela, je place cette action au niveau selon le tableau que j'ai ici. Je vais placer Novo Nordisk position B, car c'est une entreprise quand même de qualité, une entreprise qui existe depuis des lustres. Elle a quand même un bon mode. Selon moi, elle est en duopole avec Eli Lilly. Ça va vraiment dépendre de son innovation. Si elle ressort un médicament qui va être vraiment beaucoup plus performant que celui de Eli Lilly, ben, elle va gruger encore plus de part de marché et augmenter sa croissance. Donc, pour cela, je la mets en B. Par la suite, l'autre action et ça va être Nvidia, entreprise que j'ai acheté vraiment au bon moment, que j'ai acheté depuis longtemps. Présentement, elle a un PER de 53,8. Elle se situe dans sa fourchette haute. Elle a un PER, un forward PI de 14 selon les analystes dans 5 ans. Moi, ce serait autour des 26 pour les 5 prochaines années.
Le prix juste à payer pour cette entreprise serait autour des 139, 142. Moi, je l'ai acheté à beaucoup plus bas, à 31,58 $ l'action, ce qui me fait un rendement aujourd'hui de plus 430,9. C'est vraiment une très belle plus-value que j'ai réalisée grâce à cette action. Elle a eu une croissance incroyable de 91,8% sur les 5 dernières années en composé. Les analystes s'attendent à une croissance de 30,8%. Personnellement, je suis quand même un petit peu un peu moins optimiste que eux, car je trouve quand même une croissance de 30% sur 5 ans en composé, c'est vraiment très élevé. Donc, surtout de la taille qu'elle a, Nvidia. Donc, c'est pour ça que j'ai été un peu plus prudent. J'ai mis une croissance de 15% annuel pour les 5 prochaines années. Et je m'attends à un rendement de 15%. J'aurais pu mettre 20% ici pour les 5 prochaines années. Car vraiment, mon prix d'acquisition est vraiment ridiculement bas. Ensuite, comme qu'on peut s'attendre, son mode va être élevé selon Morningstar. C'est des actifs incorporels, propriété intellectuelle avancée et conception des GPU. Nvidia, c'est le leader incontesté dans la conception de processus graphiques GPU. S'il n'y a rien à discuter, c'est le leader présentement. Il a une grande domination sur l'IA et le calcul accéléré dont a besoin l'intelligence artificielle. Une innovation continue. Nvidia sort de nouvelles GPU à chaque année quasiment. Donc ça vraiment, au niveau innovation, Nvidia, elle investit massivement en recherche et développement, ce qui va lui permettre de rester sur la pointe de la technologie, de continuer à innover, puisqu'il va créer un cercle vertueux. Aussi, nouvelles puces comme Blackwell puis Hopper repoussent les limites de la performance et maintiennent son avancée technologique sur les concurrents. Coût de switching cost ici, ça va être élevé. Ce facteur est devenu de plus en plus important, surtout avec l'essor de l'IA. Car si sans ça, honnêtement, j'aurais pas compris c'est quoi le but ici de le switching cost qui va être élevé, mais vraiment grâce à sa plateforme logicielle CUDA. Donc, échanger de plateforme de GPU, par exemple, pour AMD ou des solutions ASIC personnalisées signifierait réécrire des quantités massives de code et refaire des investissements considérables en temps et en ressources, créant un variance significatif pour les entreprises. Ça, c'est vraiment un mot très fort que dispose Nvidia. Un écosystème matériel logiciel complet. Nvidia ne vend pas seulement des puces, elle fournit une pile complète de solutions, y compris les puces, les cartes d'interconnexion, les serveurs de référence. Cela rend l'intégration très profonde pour les clients, augmente les coûts de commutation. Moi également, j'ai sorti que c'est un mot très fort. Tout ce que je suis d'accord avec tout ce que Morningstar mentionne ici. Et également, moi j'ai le plus gros que je trouve que ça va être CUDA. C'est le Compute Unified Device Architecture. C'est un framework développé par Nvidia qui permet aux développeurs de programmer directement les GPU de Nvidia, car c'est un écosystème ultra complet, intégration directe avec le PyTorch, le TensorFlow, Qden, Cubelan, Triton. Honnêtement, vous pouvez aller juste regarder c'est quoi, mais le plus important, c'est vraiment de savoir que ça permet aux développeurs de programmer directement leur GPU NVIDIA. Surtout important dans l'industrie IA, 90 des modèles IA sont entraînés avec CUDA. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est le leader présentement. Ici, j'ai retiré aussi des partenaires stratégiques exclusifs. Nvidia est intimement intégré dans les infrastructures de Microsoft, Azure, Google Cloud, AWS, Oracle, Meta et Tesla. Ces géants construisent leurs centres IA avec des milliers de GPU Nvidia.
Donc, à savoir que les plus grosses capitalisations, en ce moment, les plus grosses entreprises du monde utilisent les puces NVIDIA. Donc, sachez que ça la place vraiment au sommet. Elle a vraiment un mode qui va être très très fort. Surtout qu'elle elle ne se repose pas sur ses lauriers. Elle innove constamment. Donc, ça pourrait la garder sur le très long terme en position de leader. Donc, pour cela, je vais mettre NVIDIA en même position que Microsoft. Euh, je trouve qu'elle pourrait être un petit coche plus que Microsoft, mais Microsoft est très solide aussi, fait que mon classement va être comme ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'entreprise que je trouve qui devrait sortir de mon portefeuille, mais c'est bon, on va continuer. PayPal. PayPal, entreprise que je détiens depuis quelques années maintenant. Elle a une PER de 17,07 et dans la fourchette basse, un forward PE de 9,9 pour les analystes dans 5 ans. Pour moi, il va être de 11,6. Le prix juste à payer pour cette action serait autour de 55 et 55 dollars l'action. Moi, je l'ai acquis beaucoup plus élevé que ça, 78 et 90. Présentement, je pense qu'elle est pas loin de ce prix-là. Ouais, c'est ça, car j'ai une moins-value, l'attente de moins 3,5% depuis son achat, honnêtement. Ouais. Elle a eu une croissance des bénéfices net par action annuellement de 14,03 sur les 5 dernières années. Les années s'attendent à une croissance de 11,3%. Et moi, personnellement, je pense que ça irait pas, elle n'aura pas une croissance à 2 chiffres, mais seulement un chiffre, soit de 8% annuel pour les 5 prochaines années. Et avec le prix d'achat, je m'attends à un rendement de 10%, étant donné que l'action ne verse pas de dividendes, fait que ça ne pourrait pas compléter mon rendement jusqu'à 12% pour battre le S&P 500. Donc, ici, il y a déjà un point faible pour cette action. Ensuite, selon Morningstar, son mode est narrow, soit qui va être étroit. Grâce à son effet de réseau, c'est un facteur majeur pour PayPal. Le fait que plus de 400 millions de comptes actifs, ça va être des utilisateurs, des commerçants, soient connectés à cette plateforme, augmente la valeur de cette plateforme pour tous. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de commerçants qui acceptent PayPal et vice-versa. Ouais, c'est vraiment la définition d'effet de réseau. Plus il y a de monde qui vont utiliser le produit, plus il va y avoir de commerçants. Plus il y a de commerçants, mais plus de clients qui vont utiliser ça. Ça va être vraiment un cercle vertueux pour les entreprises. Ensuite, coût de commutation élevé. Ici, ça dit bien que les coûts de commutation ne soient pas aussi élevés que dans certains logiciels d'entreprise, par exemple. Ils existent pour PayPal. Moi, je ne trouve pas. En tant que particulier, par exemple, on peut changer tout à fait quand on veut. Peut-être pour les entreprises. Pour un commerçant, changer de fournisseur de services de paiement peut impliquer des efforts d'intégration technique, des ajustements comptables et une perte potentielle de clients habitués à payer avec PayPal. Pour un utilisateur, changer de portefeuille numérique ou de méthode de paiement par défaut peut être inconvénient, même si ce n'est pas insurmontable. Ouais. Fait que je trouve pas que c'est vraiment difficile pour un particulier, mais bon, surtout que maintenant, on a du Apple Pay, du Google Pay, Visa, Mastercard. Mais bon, actif incorporel, la marque PayPal est très reconnue et joue d'une forte confiance auprès des consommateurs. Ça, c'est évident. Des données, elle a une capacité à collecter et analyser des données de transactions à travers son vaste réseau qui va être crucial. Cela permet d'optimiser les taux d'autorisation, d'améliorer la détection de la fraude et de nouveaux services, ce qui renforce sa position. Donc, je comprends, ils ont mis quand même un mode étroit. Ce que je partage également avec Morningstar,
c'est que ça va être la même chose, mais le mode, selon moi, va s'érode en ce moment, car son effet de réseau est moins exclusif aujourd'hui, car il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont rentrées en jeu qui également ils ont le même effet de réseau. Alors, on peut citer par exemple Block ou Square. Stripe ici, Apple Pay et les crypto-wallets réduisent cet avantage. La fidélité des utilisateurs est faible, facile de passer d'un service à un autre. C'est vraiment ça. Fait que je trouve que personnellement, oui, elle a un mode qui est pas très fort, certes. Il est étroit, mais je trouve qu'il s'érode avec le temps. Donc, puis ça n'a pas vraiment confirmé mes attentes depuis son achat parce que cette entreprise, je pense que je l'ai acheté en 2022. Je n'ai pas arrêté d'acheter à toutes les baisses, mais ça n'arrête pas de baisser et ça ne fait rien, ça ne vivote pas, il n'y a pas de croissance. Les marges sont en train de baisser également et surtout son mode qui s'érode comme ça. Donc, je pense que cela m'amène à placer cette entreprise, je pense, à la dernière ligne ici. Après plusieurs années de détention, je pense qu'aujourd'hui, je me rends à l'évidence que c'est une entreprise que je pense mettre en vente, je pense, demain à l'ouverture du marché. Donc, prochaine action qu'on va voir, ça va être Technoglass, très belle entreprise que j'ai présentée à plusieurs reprises également. Elle a un PER de 20,7 qui est en moyenne historique. Les analystes attendent un forward PER de 11,3. Moi personnellement, il va être similaire, soit 11,7. Le prix juste à payer pour cette entreprise est de 61 jusqu'à 65 dollars l'action. Moi, je l'ai acheté vraiment très longtemps. Également, je l'ai acquis à 34,47, ce qui me fait une belle plus-value de plus 122,3%. Sa croissance des bénéfices nets par action sur les 5 dernières années était de 44,1% annuellement. Les analystes s'attendent à une croissance de 12,8%. Moi, je suis un peu similaire, soit à 12%. Et je m'attends à un rendement annuel sur les 5 prochaines années par rapport au prix d'achat de 15%. Fait que, ici, très belle entreprise, honnêtement. Morningstar lui donne un score de narrow, soit qui va être 3. Avantage de coût. L'entreprise va avoir une intégration verticale, c'est qu'elle fait de A à Z. Technoglass contrôle une grande partie de sa chaîne de valeur, de la production de verre et d'aluminium à la fabrication des fenêtres et des portes. Cette intégration réduit sa dépendance vis-à-vis d'autres fournisseurs tierces, ce qui peut se traduire par un meilleur contrôle des coûts et de la qualité, ainsi qu'une plus grande résilience face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Sa localisation géographique aussi, c'est un point important, car ses installations sont en Colombie, donc elle va avoir accès à une main-d'œuvre beaucoup moins chère que, mettons, si elle serait aux États-Unis. Également, les matériaux qui vont être beaucoup chers, ça va comme s'impacter sur ses marges. Actifs incorporels, c'est réputation et reconnaissance de la marque. Elle a une très belle réputation sur la Morningstar ici, reconnaissance de la marque. Elle s'est forgée une solide réputation en tant que fabricant de verre architectural et de fenêtres de haute qualité, ainsi que ses innovations, le low et glace. Elle a une expertise technique et innovation. L'entreprise a démontré ses capacités à innover dans les produits en verre et en aluminium en proposant des solutions spécialisées qui répondent aux normes de sécurité et de performance les plus strictes. Moi également, j'ai mis un mode qui va être étroit. Ce que j'ai ressorti, ça va être l'intégration verticale. C'est qu'elle va avoir une maîtrise complète de la chaîne de production conférée à Technoglass. C'est un avantage en termes de coût et de contrôle qualité.
Elle va avoir une relation cliente solide, elle va avoir des contrats à long terme et avoir un taux élevé de clients fidèles renforce la stabilité financière. Donc également, on retrouve tous ceux qui sont présents chez Morningstar. Donc ça nous fait quand même un bon moat pour cette entreprise. Honnêtement, je ne l'ai pas mis un moat fort car il y a quand même de la concurrence et Technoglass, je trouve qu'elle est un peu plus petite que les autres entreprises. Donc, je pense que c'est pour cela que je lui mets un mode qui va être un petit peu plus faible que ce que j'aurais pu mettre. Donc, je vais la mettre ici au niveau A. Je trouve qu'elle a une belle croissance, elle n'est pas très surévaluée. J'ai eu une belle croissance depuis son achat. Son mode est quand même très tenable dans le temps. Donc, je la mets au niveau A. Donc, la dernière action à voir dans mon portefeuille, c'est Tesla. Tesla qui est présentement avec un PER vraiment très élevé. Le dernier, c'est 182, ce qui est représenté dans sa fourchette la plus haute. Le forward PE, selon les analystes, dans 5 ans, ce serait de 79,1. Moi, personnellement, ici, j'ai fait une erreur, c'est écrit 11,7, mais c'est 71,7 que j'ai trouvé, ce qui était relativement pareil que celui des analystes. Ça reste quand même vraiment très élevé. Le prix juste, selon moi, à payer pour cette action serait de 269 $ l'action et mon prix d'acquisition est à 171,43. Comme vous pouvez le voir, j'en avais vraiment profité durant la baisse de 2022. J'en ai acheté quand même beaucoup d'actions et la seule fois que j'ai renforcé, je pense que c'était début 2024 où ce que c'est retourné presque proche de mon prix d'acquisition. Fait que c'est ça. Donc, ça me fait une moyenne de 171,43 $ l'action. Ensuite, les bénéfices nets par action sur les 5 dernières années ont eu une croissance de 31,7%. C'est quand même une croissance élevée. Le futur, selon les analystes, serait autour des 18,45 pour les 5 prochaines années. Ici, c'est toujours en composé. Par la suite, personnellement, moi, ça serait plus autour des 20%, surtout s'ils réussissent avec le robot taxi. Je pense que ce serait même beaucoup plus que ça. Mais j'ai décidé de choisir de mettre le 20%. Je trouve que c'est déjà quand même très élevé et difficilement tenable à long terme. Donc, mon rendement depuis l'achat serait autour des 94,3%. Soit quand même une belle plus-value. C'est presque doublé mon investissement. Mes attentes pour les 5 prochaines années, ça va être de 15% de rendement annuellement selon le prix d'acquisition que vous pouvez voir quand même qui reste bas. Maintenant, on va aller voir le mode selon Morningstar qui donne une note d'un mode qui va être plus étroit grâce à leur actif incorporel. Donc, c'est une marque qui est quand même forte. Tesla a construit une marque incroyablement puissante et reconnaissable et qui va être synonyme d'innovation, de technologie, de performance et d'électrification. Cette forte image de marque lui permet de commander des prix premium. Quoique les derniers temps, ils ont complètement changé. Dans le fond, je ne sais même pas si dans l'optique de Elon Musk, car pour lui, c'est vraiment d'électrifier le plus possible. Donc, il ne fait pas vraiment de prix premium. Il est en train de baisser les prix des Tesla. Ensuite, au niveau de la technologie et propriété intellectuelle, Tesla est un leader en matière de technologie de véhicules électriques, notamment en ce qui concerne les batteries, les groupes motopropulseurs électriques, ainsi que les logiciels de cette entreprise. Les données, la vaste flotte de véhicules Tesla sur la route recueille constamment des données, ce qui est un atout précieux pour l'amélioration des systèmes d'aide à la conduite et potentiellement pour le développement de la conduite entièrement autonome.
Ici, je l'ai mis vraiment en gras. Ça va être le robotaxi qui ont déjà commencé à intégrer, mais à petite échelle. Je trouve que ça va être vraiment le moteur de croissance de Tesla à l'avenir. Également, on a des avantages de coût, expertise manufacturière. Morningstar a reconnu l'expertise de Tesla dans la fabrication de véhicules électriques, ce qui lui permettrait de produire ces véhicules à un coût inférieur à celui de nombreux concurrents traditionnels. Parce que présentement, le plus gros challenge des constructeurs de véhicules électriques, c'est vraiment la rentabilité. Construire des véhicules qui vont être quand même rentables. Mais ce que Tesla fait très bien, bien évidemment, d'autres concurrents comme Byte qui réussit également à le faire, mais pas autant que Tesla. Elle dispose d'une approche très intégrée de sa production, ce qui peut générer des gains d'efficacité, des économies d'échelle également en tant que l'un des plus grands producteurs de véhicules électriques. Tesla bénéficie d'économies d'échelle dans l'approvisionnement en composantes et dans la production, ce qui contribue à son avantage de coût. Par la suite, on va voir ce que moi j'en pense. Moi, je pense que le mode de Tesla est beaucoup plus solide. Moi, j'ai mis qui est de White, c'est qui est même fort. Grâce à cette technologie, le FSD, le autopilote, architecture électrique, la batterie ainsi que l'intelligence artificielle, son échelle de production Gigafactory, capacité de produire à coût réduit sur plusieurs continents, c'est vraiment, elle a une échelle de production qui est comme juste magnifique. Elle est capable de produire des voitures quasiment comme on produit des téléphones avec des coûts réduits. Elle a également un effet de réseau grâce à son système d'exploitation. C'est des réseaux superchargeurs, permet de fidélisation ainsi que l'adoption plus facile. Marque et perception, Tesla est un synonyme de véhicule électrique. Coût de commutation, ici le FSD, les applications, le software lié à l'écosystème de Tesla. Dans le fond, une fois que les grandes entreprises, mettons, de taxis qui vont avoir à utiliser les robots taxis de Tesla, à ce moment-là, ça va être quand même très difficile pour eux de changer de fournisseur car il y a tout leur système qui est basé sur ça. Donc, ça va être beaucoup plus difficile. Ici, le coût de commutation, c'est vraiment pas pour les particuliers qui peut changer quand il veut de voiture. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, ce qui ferait, selon tout ce qu'on a vu ici, classer Tesla quand même haut dans le classement, je suis prêt à la mettre au niveau A ici, avec quand même le groupe, le très bon actions qui se retrouvent là. Donc, c'est vraiment juste dépassé par Nvidia et Microsoft. En fait, je le mets ici parce que c'est juste parce que c'est quand même, ça reste une entreprise qui va être cyclique avec les véhicules électriques. Mais si elle prouve qu'elle est capable d'aller plus loin que ça, je pense qu'elle pourra retrouver sa place ici assez facilement. Mais pour l'instant, je la mets dans le classement de A. Donc, c'est à peu près ça mon classement de mes actions. Ce qu'on voit qu'il y a quand même plus de la moitié de mes entreprises sont situées dans la fourchette haute. Et il y en a quelques-unes qui sont situées un peu plus bas. Mais vraiment, celles qui j'ai comme perdu vraiment confiance sur l'entreprise puis qui ne respectent pas non plus ma thèse d'investissement, ça va être PayPal que je pense m'en débarrasser dès demain. Mais sinon, les autres, j'ai quand même une grande conviction et vraiment, je compte continuer à moins qu'il y ait des changements dans l'avenir. Au niveau du management ou dans les croissances où il y a un mode qui s'érode, mais à ce moment-là, je referai un exercice dans ce style afin de décider c'est laquelle que je change. Mais pour l'instant, ça va être PayPal, puis j'ai mes deux grands gagnants qui sont Nvidia et Microsoft qui sont extrêmement solides. Fait que c'est ça. Donc, si vous avez aimé, je sais que ça a été vraiment long. Mais ça m'a demandé quand même beaucoup de travail pour réaliser cette vidéo. Donc,
si vous avez aimé, donc je vous invite à vous abonner et me laisser un commentaire. Bye.